Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Au dernier sommet de l'Union africaine, c'est un Djiboutien qui a été porté à la tête de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, le ministre djiboutien des Affaires étrangères. Un homme de qualité, disent certains analystes, mais vis-à-vis de qui reste encore réservé et méfiant l'opposant djiboutien vivant en exil, Mohamed Hadami. Il est le président du FRUD, le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie. Il est notre invité. Merci Mohamed Hadami d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est vrai, je l'ai dit dans mon mot introductif, votre compatriote Mohamed Ali Youssouf, votre ministre des Affaires étrangères, a été donc élu le 25 février dernier à la tête de l'Union africaine. D'abord, comment, en tant que Djiboutien, vous avez accueilli cette nomination, cette élection, on va dire, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Depuis très longtemps, nous nous considérons certes comme Djiboutiens, mais d'abord comme Africains. Et donc, pour nous, c'était que le meilleur gagne dans cette compétition. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir, j'allais dire, un nationalisme étroit, mais qui pourrait apporter des solutions aux problèmes dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple du Congo, oui. Qui d'entre eux étaient capables d'apporter des solutions à des crises énormes et multiples qui secouent l'Afrique. C'était ça, un peu, notre atteinte, notre espoir. Et par rapport à cela, oui. Si on est un peu objectif, je pense que le candidat kenyan, oui. Il était d'une stature très, très importante, oui. Qui aurait pu peut-être tenir tête aux chefs d'État qui ne veulent pas qu'on empiète, par exemple, sur leur pouvoir. Ceci dit, oui. Je pense qu'il s'agit des manœuvres des pays, des grands pays d'Afrique, oui. Qui ne voulaient pas avoir en face d'eux quelqu'un qui a un parcours très, très impressionnant. Donc, c'est le concours des circonstances. C'est pas très flatteur pour votre ministre des Affaires étrangères. J'en viens. C'est-à-dire, c'est le concours des circonstances qui ont permis finalement l'élection de Mahmoud Ali Youssouf. Cela n'empêche rien à ses qualités, ses compétences, qu'il faut reconnaître. De technicien, de diplomate. De technicien, quelqu'un qui parle à peu près 5 langues. Absolument. Et quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts l'Union africaine. Bien sûr. Ça n'enlève rien. Il porte depuis des années la diplomatie djiboutienne. C'est là où les bas blessent. Ah. C'est là où les bas blessent. La diplomatie djiboutienne est connue, en tout cas, par nos compatriotes djiboutiens, à des interventions tout azimuts dans les affaires intérieures des pays voisins, comme l'Éthiopie, comme la Somalie et comme le Somaliland. Pas plus tard que le 28 février, un navire contenant 130 conteneurs d'armes a accosté à Djibouti, un navire égyptien qui a porté des armes. Et ces armes-là sont destinées à des populations, en tout cas à des milices en Éthiopie, dans la région somalienne, qui luttent là-bas contre les régions affaires. Donc, Djibouti oui. Est connu pour ses interventions tout azimut dans les affaires intérieures des pays voisins. Et sous le parapluie des grandes puissances. Les conteneurs remplis d'armes dont vous parlez appartiennent à l'Éthiopie? Non. Il appartient, c'est un navire civil égyptien qui a ramené pour le gouvernement de Djibouti, lequel dispatche ces armes vers les milices pour déstabiliser l'Éthiopie. Vous pensez que votre pays, Djibouti, mène des actions déstabilisatrices de son voisin éthiopien? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces micro-États ne fait que depuis des années intervenir dans la région éthiopienne pour le déstabiliser. Et ça, aujourd'hui, c'est connu de tous les services secrets. Et cependant, la question qui se pose... C'est une accusation grave.
c'est une question qui se pose depuis quelque temps. Et la question qui se pose vraiment, c'est les puissances étrangères qui sont, Derrière, qui sont basées dans dans ces pays-là. Pourquoi laissent-ils ces petits pays intervenir d'une façon tout azimut dans les affaires intérieures de ces pays-là? Pourquoi ils permettent de déstabiliser ces pays, non seulement en Éthiopie, mais en Somalie? Ces interventions ont été flagrantes. Par exemple, à l'époque, pour empêcher le président Farmajo d'être réélu. Ça, tout le monde le connaît. Et dernièrement, c'est contre le Somaliland qu'ils ont recruté des groupes pour déstabiliser le Somaliland. Et donc, c'est cette diplomatie qu'il a portée pendant 20 ans. C'est son talon d'Achille. C'est ça qui fait que vous êtes un peu réservé. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'intervention tout à fait. Deuxième chose, pendant 20 ans où il était ministre des Affaires étrangères, où il a porté les mots d'ordre, ou en tout cas les prétentions de Djibouti, les gens se faisaient massacrer à Djibouti. Il y a eu des massacres de masse qui ont été d'ailleurs répertoriés même par les organisations comme la Ligue djiboutienne des droits humains. En 2021, 2022, des gens ont été massacrés dans la capitale même. Des affaires ont été brûlées dans leurs maisons. Et récemment... 2021 En 2021, 2022. Et ça, c'est connu. C'était à Djibouti en 2021, dans le cadre de... Écoutez, c'est au mois de juin et... D'accord. Ça s'est passé au mois de juin 2021 et au mois de juin aussi, toujours ça se passe en été. Et donc, il y avait même des gens qui sont brûlés dans leur... Donc, cette diplomatie djiboutienne, donc connue à Djibouti par tout le monde d'ailleurs, par l'ensemble de la population, connue pour être la politique de la répression. Et particulièrement, lui, il est de la communauté Afar. Et ce sont souvent... C'est sa propre communauté qui a été massacrée, tuée. Et récemment, le 30 janvier 2025, au début de l'année, c'est drone turc qui s'appelle Bayraktar, qui coûte une bagatelle de 5 millions. De quoi? De dollars? De dollars. Oui. Qui ont été lancés contre les populations civiles de Siaro. Des drones appartenant à l'État djiboutien. À l'État djiboutien qui a été acheté à la Turquie et il y a eu un bilan effroyable des femmes et des enfants qui étaient à l'enterrement, qui ont été massacrés. Et d'ailleurs, la Ligue djiboutienne des droits humains a dénoncé... Alors si c'est vrai ce que vous dites, c'est sans doute pas erreur, ça a été sans doute fait par erreur, non? Non. Non? Non. Et d'ailleurs... On massacre délibérément des gens qui vont à l'enterrement? Écoutez, c'est ce qui s'est passé réellement. Et nous, on demande aussi une enquête internationale, comme l'a demandé la Ligue djiboutienne des droits humains, pour arrêter, si c'est avéré bien sûr, c'est le criminel de guerre, qui n'est autre que le colonel Wahib Moussa Kaline, qui est le chef de l'armée de l'air et qui a donné l'ordre à tuer. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup, parce que ça s'est passé à la frontière éthiopienne et jusque même sur le territoire éthiopien. Et c'est pourquoi beaucoup de médias éthiopiens à l'époque ont dénoncé cela. Et il y a aussi le sultan d'Aoussa, qui est le sultan important chez les Afars, a fait un communiqué dans lequel il dénonçait ces massacres des populations civiles. Nous donnerons la parole à un pro-pouvoir djiboutien qui nous donnera aussi sa version des faits. Alors, l'analyse que vous faites de la nomination, enfin de l'élection de votre compatriote à la tête de la commission de l'Union africaine peut être intéressante. Vous dites, si les chefs d'État ont préféré lui accorder leur suffrage, c'est parce qu'il apparaît comme pouvant être moins regardant et plus conciliant vis-à-vis de ceux qui violent massivement les droits de l'homme sur le continent. Non, ça c'est le reproche, c'est les griefs que nous lui faisons. Ah, ça c'est le grief que vous... Voilà, oui, c'est ce que je dis. C'est pas les chefs d'État. Oui, c'est votre analyse. Les chefs d'État, certains chefs d'État, ils pratiquent la même chose dans leur propre pays. Donc, ils ne vont pas le chercher sur ce terrain-là. Ce que j'ai dit par rapport à cela, c'est que
le candidat Odinga, c'est quelqu'un qui a un parcours très important, qui a été Premier ministre, qui a été opposant historique. Donc il a une personnalité, une stature beaucoup plus importante. Raila Odinga du Kenya, vous voulez dire. Kenya, voilà, oui. Le candidat, il avait c'est-à-dire un aura plus importante. Il aurait pu peut-être tenir tête aux chefs d'État qui ne veulent pas qu'on empiète sur leur pouvoir. Et ça a joué sur je pense, au niveau des chefs d'État. Il y a aussi les rivalités entre les États. Par exemple, entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie, à un moment donné, il a pris fait aux causes pour le candidat Mahmoud Ali Youssouf. Et il s'est allié ensuite avec comment dirais-je, il s'est allié avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui reprochait à Odinga ses rapprochements avec les Américains. Et donc, ce qui fait que ces deux géants... Il y a eu des contingences géopolitiques à l'intérieur. Qui ont favorisé cela. L'élection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'enlève rien à ses qualités qu'il a par ailleurs. Absolument. Mais les reproches que l'opposition lui fait, c'est d'avoir pu, pendant ces années-là, pire, d'avoir été un peu le porte-parole de cette politique qui ne faisait que massacrer les populations civiles à Djibouti. Porte-parole à l'étranger. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, il est président de la Commission de l'Union africaine. Oui. Maintenant, c'est ses actes qu'on va juger. Ce n'est pas son passé. Maintenant, c'est à lui de se libérer de ces carcans qu'il insérait peut-être à son corps défendant, ou en tout cas avec son assentiment, bien sûr. Oui. C'est à lui aujourd'hui de répondre aux questions. Tout à l'heure, on a parlé du problème enfin, vous parliez, vous, de problème du Congo. Bien sûr. Maintenant, on verra maintenant si lui, il va, par exemple, demander à l'armée, comment dirais-je, à l'armée rwandaise de quitter ce territoire, ou bien, comme ils ont des liens très étroits avec Kagame, ou bien il va aussi, comme les autres États, se taire par rapport à ce qui se passe au Congo. Il y aura une autre question qui va se poser sur le Sahara occidental, par exemple, parce que Djibouti, c'est le premier pays arabe à avoir un consulat dans le Sahara occupé. Et aujourd'hui, si la majorité des pays africains aujourd'hui ne reconnaissent pas le Sahara, quelle va être son attitude? Tout ça, je pense qu'actuellement, c'est sur ces actes qu'on va les juger et que tout le monde est en train de regarder ce qu'il va faire. C'est un point délicat, ce n'est pas totalement, ce n'est pas facile. Il faut quand même reconnaître que l'organe suprême, c'est la conférence des chefs d'État, ce n'est pas le président de la Commission. Je suis absolument d'accord avec vous que ces marges de manœuvre sont très étroites, qu'il y a d'autres acteurs aussi. Par exemple, il y a la vice-présidente algérienne de la Commission. C'est sûr que ces marges de manœuvre ne sont pas très larges. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. C'est vrai, c'est très compliqué. Et donc, en même temps, nous on dit, maintenant, c'est à lui de dire, par ses actes, de nous montrer qu'il est vraiment libre de ses liens avec la dictature de Djibouti. Et prend la tête de la Commission de l'Union africaine dans un contexte où vous dites craindre des tensions dans la cône de l'Afrique, notamment entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Qu'est-ce qui nourrit ces tensions et de quelles tensions s'agit-il concrètement? Justement, il prend franchement actuellement la présidence dans un contexte très, très conflictuel en Corne d'Afrique. Il y a quelque temps, il y avait des tensions énormes entre la Somalie et l'Éthiopie. Oui. Et grâce à la médiation turque, ces tensions aujourd'hui sont baissées. Mais aujourd'hui, c'est la tension entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui existe. L'Éthiopie, 130 millions d'habitants, veut avoir un accès à la mer. Et bon. Ce qu'elle a déjà chez vous. Djibouti, c'est vrai, c'est aujourd'hui 80% de ses importations ou des exportations viennent de Djibouti, mais il y a beaucoup de difficultés avec le régime de Djibouti, il y a beaucoup de corruption, ils sont très, très embêtés par Djibouti, mais ils ne peuvent pas faire autrement. C'est la raison pour laquelle ils cherchent en Somaliland le port de Barbara, diversifier un peu leur désenclavement. Mais
cette histoire de Assab. Assab, c'est le port de l'Érythrée. Et aujourd'hui, l'Éthiopie disent Assab, historiquement, c'était éthiopien. Et donc, aujourd'hui, par gré ou par force, ils veulent accéder à Assab. Donc, il y a de part et d'autre des préparations des armées, le rassemblement. Vous pensez que l'Éthiopie ira jusqu'à envahir militairement l'Érythrée? Alors, écoutez, actuellement, comme je vous avais indiqué tout à l'heure, où je vous ai fait parvenir, un général tigréen. C'est vrai. Sarkhan. C'est lui qui était, chef d'état-major à l'époque où il y avait la première guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, en 2000. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a participé à cette guerre-là. Et on s'est dit, peut-être qu'il en sait plus de choses que nous. Peut-être qu'un homme lambda, il a beaucoup plus d'informations. On s'est dit ça. Mais en même temps, moi je fais partie des gens qui pensent que ce n'est pas inévitable cette guerre. Pourquoi? C'est vrai qu'il dit que ces deux pays sont au bord de l'affrontement militaire. Alors, exactement. Mais c'est peut-être pas inévitable. Et je me demande pourquoi il y a 7 puissances qui sont basées à Djibouti. Et c'est des puissances qui voient ce qui se passe en mer Rouge. Avec l'histoire du Yémen, avec l'histoire de Gaza et tout ça. Et pourquoi ces puissances-là n'essayent pas d'arrêter cette guerre? Pourquoi? Ça ne fera que compliquer les trafics sur la mer Rouge. C'est la mer Rouge. Ça, c'est clair. L'Érythrée a 1000 km de côte. Et donc, ce n'est pas seulement de l'intérêt des gens de la région, mais c'est de l'intérêt même de la communauté internationale. C'est une situation qui peut impacter effectivement tous les acteurs. Par rapport à la communauté, par rapport à la population. Et moi, j'ai dit, les grandes puissances n'ont nulle part réussi à désamorcer les crises. On ne le voit pas. Bon, ça se saurait. Alors, c'est à la population de la Corne d'Afrique, premièrement. Parce que au nord, le Soudan est à feu à sang, on sait. À l'est, il y a des problèmes du Yémen. Il y a les Bab el-Mandab. Et aujourd'hui, par rapport à la communauté, moi je suis de nationalité djiboutienne, mais j'appartiens à la communauté Afar. La communauté Afar s'étend en Éthiopie et en Érythrée, sur à peu près 700 km. De Djibouti jusqu'à là. Et donc aujourd'hui, si la guerre va se déclencher, ça va impacter particulièrement la communauté Afar. C'est-à-dire la région Afar, ça va être le champ de bataille de cette guerre-là. Ce que vous ne voulez pas. Voilà, ce que nous ne voulons pas. Ce que nous ne voulons même pas pour toute la Corne d'Afrique, pour toute la population. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est ce que nous disons au Premier ministre éthiopien et au président Essias, mais d'arrêter cette guerre. Ça ne va pas pour franchement, la population va en pâtir. Toute la population va en pâtir. Et donc, nous disons aujourd'hui, il faut arrêter cela. Mais il y a Djibouti, l'Égypte et la Somalie qui soufflent sur les braises pour que cette guerre ait lieu. Votre pays, Djibouti aussi? Djibouti, mais c'est un pyromane, tout le monde le connaît. Il n'y a que la nouvelle France 24 qui ne connaît pas. C'est un petit territoire qui ne vit que de ça. Et donc, votre pays gagnerait à ce qu'il y ait affrontement entre l'Éthiopie et absolument. Pensez-vous. Pour revenir à vous, je l'ai dit, vous vivez en exil depuis de nombreuses années loin de votre pays. Il vous arrive quand même l'envie de vous rendre chez vous, d'aller à Djibouti. Et si oui, qu'est-ce qui vous en empêche? Écoutez, je crois que depuis 47 ans, je suis en exil. C'est-à-dire ces pays-là, on pensait qu'il allait s'amender. Même notre groupe, parmi nos groupes, il y a des gens qui ont dit on va faire la paix. Ils sont partis. Premier groupe. Deuxième groupe, en 2001. Écoutez, moi j'ai toujours dit l'intégrisme coranique est pire que l'intégrisme islamique.
Pourquoi? Si demain, moi, un gars se convertit à l'islam radical, ils vont l'accepter. Mais l'intégration, il a dit que tu es né, tu ne peux pas intégrer. Donc c'est ça qui fait qu'il ne fait pas s'amendier, il ne fait pas négocier. Un de nos anciens présidents, qui s'appelait Ahmedini, qui était l'ancien Premier ministre, il a dit on va faire la paix, il est parti là-bas. Et il a fait un traité depuis en 2001. Et 6 mois après, il vient nous dire, mes enfants, j'ai essayé. Mais ces gens-là, sans armes, sans tout ça, ils ne pourront jamais. Aujourd'hui, la situation est tellement dramatique dans ce pays-là. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas parti cette fois-ci, mais Djibouti est devenu aujourd'hui la poubelle. Tout le monde c'est-à-dire même, ils n'arrivent même pas à enlever les déchets et tout ça. Et les gens n'arrivent pas à manger à la fin. Alors qu'ils se payent des drones pour tuer leurs propres ressortissants avec 5. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, ils ont acquis 2 drones Bayraktar qui sont tous 5 millions. Ça fait 10 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Alors que les gens ne mangent pas à leur faim. Et donc, même par rapport aux répressions, aux arrestations, aujourd'hui, il y a un an. C'est calme en ce moment. Il y a un an. C'est calme en ce moment. C'est calme apparemment. Il y a un an, c'était en février 2024, 15 personnes ont été arrêtées, des civils, avec une femme qui s'appelle Hawa Hanfré, qui sont toujours en prison. Ils ont été torturés, sans procès, sans... Et il y a aussi un autre qui s'appelle un adjudant Mahmoud qui a été arrêté, qui a été torturé et qui est toujours en prison. Et puis le lieutenant Fouad, qui n'arrive même pas aujourd'hui à voir sa famille, qu'il est là depuis 3 ans, 4 ans en prison. Il y a beaucoup d'emprisonnements, sans parler des hommes politiques, comme Abdul Karim, et même un ancien policier qui s'appelle Abdoulaye Abdi, qui sont toujours en prison. Donc, là, si une fois que vous rentrez en prison, c'est un peu comme les prisons yéménites, on n'en sort jamais. On n'en sort jamais, ou bien il n'y a pas de procès. Et donc, la répression est toujours là. Et malgré tout ça, le président, après avoir fait 5 mandats, il s'apprête soit à déléguer à un de ses neveux, ou bien, même par rapport à lui, à briguer le 6e mandat. Mais ça, on ne le sait pas encore. Quand viendra le moment, on fera une c'est dans un an, en tout cas. C'est ça. Merci Mohamed Khadami d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de Fruit. C'est un front qui a été dissous entre-temps par le pouvoir djiboutien. Il faut aussi le dire. Non, le front n'a jamais été autorisé, donc il ne peut pas être dissous. Ah bon, d'accord, très bien. Bon, c'est encore pire. C'est encore pire. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité. Merci.